Bon, on va parler d'Hitchcock maintenant. François Truffaut, voici l'édition définitive d'un livre donc, sur Hitchcock que vous avez publié il y a quelques années. Et il faut dire que c'est un livre qui avait un double but. Et vous avez réussi parfaitement puisque vous vouliez, en allant interviewer Hitchcock à Hollywood, le connaître mieux parce que c'était l'un de vos maîtres. Et d'autre part, vous vouliez imposer Hitchcock aux États-Unis qui disait « Wow, c'est pas un très grand metteur en scène ». Et vous avez réussi les deux choses. Il était très célèbre, mais il n'était pas respecté. Oui. Il n'était pas respecté, d'autant moins qu'il animait à l'époque une émission de télévision hebdomadaire d'histoire de suspense, d'abord de 25 minutes, puis après de 50 minutes, qui avait d'ailleurs un très grand succès. Et il apparaissait avant chaque épisode avec un petit sketch comique très bien écrit, très bien joué. Mais enfin, ces films avaient un très grand succès. C'était l'époque de L'homme qui en savait trop, de Rear Window, de To Catch a Thief, de films qui ont vraiment eu... Le retrousse. Oui, magnifique. Oui. Seulement, les critiques étaient très condescendants, très condescendants. Les Anglais le méprisaient parce qu'ils étaient aussi jaloux qu'il ait réussi en dehors de l'Angleterre. Pour ça, les Anglais sont assez... Et puis les Américains étaient condescendants et il n'y a que les Français, principalement le groupe de mes amis d'ailleurs des Cahiers du cinéma. Oui, vous avez fait beaucoup avec Chabrol. Nous le placions très haut et nous disions ces films américains sont supérieurs à ces films anglais. C'est un homme qui n'a cessé de faire des progrès et qui a la maîtrise de son art. Et voilà, et alors ce livre a été la continuité la continuation de ce travail. Je l'ai entrepris en 62 après avoir tourné moi-même 2-3 films. Ça. Et puis, au moment où lui finissait le film intitulé Les Oiseaux. Bon, et puis il est mort, Hitchcock, et là vous avez donc refait une nouvelle édition avec une nouvelle introduction, et puis dans un dernier chapitre, évidemment vous racontez les dernières années de Hitchcock, ce qui fait que là on a toute la vie et toute la filmographie de Hitchcock. Alors d'abord il y a des documents absolument formidables, des documents iconographiques superbes, et puis moi je trouve que cette interview était patente. Elle était patente parce que non seulement on apprend à connaître un homme qu'on aime beaucoup, Hitchcock, parce que moi aussi j'aime beaucoup aimer ses films, mais je trouve qu'on comprend très bien ce qu'est le cinéma, ses difficultés, ses joies, la difficulté. On comprend aussi très bien en lisant le Polanski, combien c'est difficile de construire un film. Et puis alors là aussi, on voit très bien les pièges qu'il y a dans la construction d'un film, mais ensuite on voit bien pourquoi il fait telle image et pas telle autre, etc. C'est très bien expliqué. Je veux dire que si on aime le cinéma, il faut absolument lire ce livre, parce qu'on comprend pourquoi rien n'est gratuit. Ça me fait plaisir ce que vous dites. Moi j'étais influencé, quand je suis rentré de l'armée, il y avait, la télévision n'était pas encore très importante, toute la France écoutait la radio, et on écoutait les entretiens avec Paul Léoto. Et alors que faisait Robert Mallet. Et j'ai acheté le livre des entretiens de Léoto par Robert Mallet, et j'ai dit c'est une forme de communication formidable. L'entretien retranscrit, imprimé, ça m'a énormément séduit. Plus tard, j'ai même trouvé dans le commerce quelques disques des entretiens Léoto-Robert Mallet. Et ça a été un peu mon modèle. Mais c'est formidable. On va prendre son temps, on va prendre son temps, on met un magnétophone et puis on discute. Et c'est vrai que... Ce qui est formidable dans ton livre, c'est que tes questions sont parfois aussi longues, parfois même plus longues que les réponses de Hitchcock. Donc, ce n'est pas juste une interview habituelle. Non, c'est vrai. C'est un dialogue. C'est un véritable dialogue entre entre un jeune créateur et puis un maître. Ça, c'est évident. Alors, moi, ce que je remarque, c'est qu'évidemment, on parle de la vie d'Hitchcock, et d'une certaine manière, la vie d'Hitchcock, c'est le contraire de la vie de Polanski. Parce que c'est la vie la plus calme, la plus simple. Oui. Et alors, je lis même cette chose. Vous dites, c'est vous, je trouve une jolie formule. Il est bien évident qu'Hitchcock a organisé toute sa vie en sorte que l'idée ne vienne à personne de lui donner une tape dans le dos. Oh oui, j'en suis persuadé. C'est le contraire, oui, de la vie de Roman, en ce sens que c'est une vie de frustration. Oui. Je ne pense pas que la vie de Roman soit une vie de frustration. Hitchcock, oui, parce qu'Hitchcock s'est vu dès le début de la vie comme quelqu'un en marge, quelqu'un qui n'était pas normal. Il s'est vu comme un monstre. Bon, à mon physiquement, avis, il avait tort, mais enfin, il s'est vu comme un monstre. Et il s'est mis à avoir peur, à se méfier. Il a eu un comportement de méfiance à l'égard de tout le monde. Et qu'il a continué d'ailleurs à entretenir en Amérique. Il était d'ailleurs très intimidant, il ne faisait rien il ne faisait pas grand-chose pour mettre les gens à l'aise, sauf, je crois, dans les tournages. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui s'est retiré de la vie volontairement, qui en a souffert, mais enfin... Il a projeté sur l'écran toutes ces émotions qu'il ne vivrait jamais, qu'il ne connaîtrait jamais, mais il les a mis sur l'écran avec une violence formidable. Écoutez bien ça, Roman Polanski. Cet homme, Hitchcock, qui s'est marié vierge à 25 ans, ce qui n'est pas votre cas, et n'a jamais connu une autre femme que la sienne. Oui, seul cet homme a pu représenter le meurtre et l'adultère comme des scandales. Seul il savait le faire, et seul il avait le droit de le faire. Alors évidemment, catégorique. Oui, oui, vous imaginez. Pauvre homme. Comment pauvre homme? Il a fait des chefs-d'œuvre. Oui, mais
ça ne change rien. Oui. C'est un personnage à la Henry James, c'est quelqu'un entièrement de frustration. Oui, oui. Je ne comprends pas la relation entre ce qu'on fait et il a renoncé à vivre, il a renoncé à vivre, donc il a... Je dis pas vraiment, vous dites, mais il a fait des chefs-d'œuvre. Mais Van Gogh a aussi fait des chefs-d'œuvre. Non, c'est simplement, c'est que Truffaut dit que, à cause de sa vie, parce qu'il était frustré, il a donc raconté tout ça dans ses films. Et que peut-être n'aurait-il pas fait les mêmes films s'il n'avait pas eu la même vie. Oui. C'est ça que vous voulez dire. C'est pour ça que j'ai dit aussi que ces scènes d'amour sont filmées comme des scènes de meurtre, et ces scènes de meurtre comme des scènes d'amour. C'est la même chose, c'est tout d'un coup un déversement. C'est un déversement qui arrive là et qui est très puissant. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que les films sont forts, qu'ils sont beaux et qu'ils traversent les années. Vous voyez, un film d'Hitchcock de 1940, vous allez le voir aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression de voir un film de 1940. Vous voyez un film qui a une forme très pure et très serrée et qui est, s'il était poignant quand il est sorti, il est encore poignant aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'aime. Et vous dites qu'à la fin de sa vie, Hitchcock regrettait le temps des stars. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, parce qu'il avait, il avait toujours eu besoin de stars, parce qu'il travaillait sur les situations plus que sur les personnages. Il n'avait pas le temps de construire des personnages. Et il avait horreur des petites choses inutiles, des petits détails qui font vrai dans un film. Donc, il avait besoin d'acteurs qui ont déjà une image, qui amènent déjà une image. Alors, quand il avait James Stewart, par exemple, eh bien, le personnage était tout de suite beaucoup plus sympathique, parce qu'il avait fait les films de Capra, parce qu'il avait fait ça. S'il avait Cary Grant, ben, il avait un séducteur qui arrivait sur l'écran, qui nous avait déjà charmé dans d'autres films. Et il a été un peu embêté, justement, dans les dernières années de sa vie, surtout quand il a perdu Grace Kelly, quand il a perdu Ingrid Bergman. Tout d'un coup, il n'avait plus les acteurs, actrices dont il avait besoin. Et c'était difficile pour lui, plus difficile. Oui, et il, dans une conversation avec vous, il fait une distinction entre les actrices comme Marilyn Monroe et des actrices comme Grace Kelly. Il dit que... Oui. Alors, expliquez. Ben, il détestait Marilyn Monroe, comme il détestait Brigitte Bardot, comme il aurait détesté Martine Carole. Il détestait les femmes qui avaient, disait-il, le sexe affiché sur la figure. Pour lui, il fallait une notion de sexe indirect, d'hypocrisie. Alors pour lui, le comble, c'était l'anglaise qui n'a l'air de rien, qui a des lunettes, tout ça, et puis qui est capable tout d'un coup de déchaînement formidable. Oui. Voilà, c'était ça, oui. Mais est-ce que ça n'est pas les actrices aussi que vous préférez? Parce que Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve sont plus des actrices qui se rapprochent, me semble-t-il, Il a pensé travailler avec Catherine Deneuve, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas de préférence. Moi, j'ai un scénario à mettre en scène dans lequel il y a des personnages. Tout ce qui m'intéresse, c'est de trouver des interprètes qui correspondent à ces personnages. Oui, mais Hitchcock dit que si on a une femme qui est très sensuelle, eh bien, il n'y a pas de suspense. Au fond, on sait très bien ce qui va se passer. Parce que si on a une femme un peu éthérée, un peu froide, assez blonde... Ça dépend uniquement de l'histoire que vous racontez. Et quel est votre avis à vous, metteur en scène, François? Je pense que Roman travaille plus comme Fellini, c'est-à-dire il aime qu'un personnage ressemble à un dessin, presque à un dessin humoristique, ou par exemple à un animal. Ou à, moi, je fais des dessins. Ah, c'est ça, il fait des dessins. Je trouve qu'il est beaucoup plus proche de Fellini dans ce sens-là. Oui. Et vous, quel genre Tandis que Hitchcock, lui, cherchait presque des gravures de mode. Hein, non, mais vous, François Truffaut, metteur en scène, oui. Vous faites la distinction entre ces deux sortes de femmes? Ah, je vois bien ce qu'Hitchcock voulait dire, mais enfin, moi, je suis assez en faveur, c'est pour ça que j'aime tellement Renoir, je suis assez en faveur du film de personnage, c'est-à-dire, quand le personnage est très vivant, on a besoin de peu d'histoire ou de moins d'action, et j'aime assez les films de personnages, où les personnages sont importants. Est-ce que vous reconnaissez sur vous l'influence d'Hitchcock? Non, pas vraiment. Ah. Peut-être dans certains instants, mais rarement. Parce que Truffaut dit que, notamment, Psycho, Vertigo ont exercé une grande influence sur beaucoup de metteurs en scène, et il vous cite à propos de Répulsion. Je vous dirais que, oui, en effet, dans cet instant particulier, je dirais que Psychose m'a influencé un peu. Ah. Certainement. Mais aussi, pardon. Je ne sais pas si c'était Coméda, mais pour la musique aussi. Pour la musique, c'est possible. Quand il y a le truc sur l'ongle et tout ça. Oui, c'est possible. En tout cas, vous savez, c'était un film. Répulsion, c'était un film qui n'était pas vraiment exactement ce que j'avais envie de faire à ce moment. Je le fais parce qu'il fallait travailler. Il fallait faire un film comme ça. Et ce qui me plaisait le plus dans le genre, c'était bien sûr Psychose. Oui.
Et puis, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont Hitchcock explique la différence entre ce que dit une image et ce que disent les acteurs. Et souvent, ce n'est pas la même chose. Et même, oui, dit-il, le bon cinéma, le grand cinéma, c'est lorsque il y a divorce entre les décalages. Oui, c'est ça, le décalage. C'est-à-dire qu'il était très fort là-dessus, pour que la caméra soit par exemple sur la personne qui écoute et non pas sur celle qui parle. Et à ce moment-là, ça devient un deuxième sens. Le sens devient l'émotion de la personne qui écoute. Et ce qui fait que la personne qui parle, elle peut mentir à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Mais ça, par exemple, vous le faites très bien dans vos films. Dans le dernier Métro, souvent il y a des scènes où les gens disent des paroles, oui, et en vérité, ils pensent à autre chose. Ils disent autre chose par leurs yeux, par leur bouche, par leur attitude. Oui. Ouais. Je ne cache pas, je suis très... Enfin, quand j'ai des difficultés, souvent, je dis comment Hitchcock l'aurait fait, et peut-être ça m'aide souvent à trouver, oui. Mais comment était-il avec vous, Hitchcock? Est-ce que c'était un personnage renfermé? Parce que c'est bizarre, parce que vous le dites frustré, puis en même temps, au contraire, on a l'image de lui d'un type qui aimait boire, qui aimait les bonnes bouteilles françaises, qui était drôle, etc., qui faisait des plaisanteries. Ah oui. Oui, jusque les dernières années de sa vie, il était assez drôle, il aimait blaguer, il était... Non, il était très jovial et assez chaleureux. Il a un mot très juste, parce que vous devriez raconter comment vous êtes arrivé avec Chabrol. C'est une scène absolument, ça lui a permis d'aller... c'est-à-dire que, oui, nous ne l'avions jamais vu à ce moment-là. C'était vraiment la première visite. Et on sait qu'il est en train de faire du doublage au studio de Joinville, donc, et qui nous attend, là, dans le studio de doublage. Alors on entre dans le studio de doublage, il fait tout noir. Et sur l'écran, il y a Cary Grant et Brigitte Aubert sur un petit bateau avec des paroles. Bon, donc ils font du doublage. Et il nous dit, ah oui, c'est vous les journalistes de Cahiers du cinéma, bon, allez m'attendre au bar du studio. Et le bar du studio était de l'autre côté de l'auditorium. Et c'était l'hiver. Et le bitume était gris. Et puis il y avait un petit rebord à un moment. Mais on pense que c'était un rebord qui faisait partie du bitume. Et on enjambe ce rebord et on se trouve dans un bassin gelé, la glace qui casse d'un seul coup. Truffaut et Chabrol, boum. Et le bassin était incurvé, on se retrouve vraiment avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Et je dis à Chabrol, mais qu'est-ce qui se passe avec le magnétophone? Alors il le sort, dégoulinant. C'était les magnétophones à l'époque étaient très lourds, il n'y avait pas les mini-cassettes et tout ça. Et puis il y a une femme qui nous voit là, on tournait dans ce studio Rififi chez les hommes. Alors il y a une femme qui nous prend pour des figurants de Rififi chez les hommes, elle nous dit, vous êtes des figurants, pauvres garçons, venez vous sécher, elle nous amène dans une loge. Oui. Et on lui dit, on ne joue pas dans Rififi chez les hommes. Alors elle dit, ah ben on peut rien faire pour vous. Et puis alors après, Hitchcock nous voit un peu plus tard, et très compatissant, parce qu'on était encore tout mouillé, il nous donne rendez-vous pour le soir à son hôtel. Et puis ça a créé des liens, évidemment, cette façon de se rencontrer, parce que l'année suivante, on le revoit encore à Paris. À cette époque-là, il avait l'habitude, il venait une fois par an à Paris pour promouvoir son film. Et alors, il nous a dit, à Chabrol et moi, il a dit, je pense à vous chaque fois que je vois des glaçons dans un verre de whisky. Et après, plus tard, à Los Angeles, j'ai appris qu'il avait raconté l'histoire à sa femme, à ses collaborateurs au studio, mais il s'était amusé à améliorer encore l'histoire. Alors, il disait dans son histoire, racontée par lui, qu'effectivement, on nous avait pris pour des figurants après la chute dans l'eau, et que quand on était revenu le voir, Chabrol était habillé en curé et moi en flic. Ça montre aussi son sens toujours d'améliorer l'histoire. Marcello Mastroianni.